Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission des Clés de la Rénovation, aujourd'hui consacrée au thème de la mobilisation collective pour le climat. Mobilisons-nous pour le climat et les projets citoyens. Nous avons le plaisir aujourd'hui au Clair de recevoir deux intervenantes, Rebecca Wengler, bonjour. Bonjour, qui nous vient de Rennes, et Milena Lesage, qui nous vient de Nantes. Merci d'être avec nous, d'avoir répondu à notre sollicitation. Elles vont nous parler aujourd'hui à la fois de leur parcours personnel et de leurs activités professionnelles et militantes qui vont dans le sens de la mobilisation collective. Sans plus tarder, je vais leur laisser la parole pour se présenter. Je vous demanderai de vous présenter personnellement et puis de nous parler un peu de votre itinéraire et de ce qui vous a fait rencontrer ces démarches de mobilisation collective. Je te laisse la parole, Rebecca. Oui, merci. Oui, donc voilà, je suis Rebecca, engagée dans Alternativa et Action non violente COP21 depuis à peu près 2 ans. Donc j'ai commencé à m'engager au sein du groupe Alternativa Rennes parce que ça faisait déjà un temps assez long que j'étais sensible aux questions écologiques, mais notamment du dérèglement climatique. Et je n'avais pas forcément trouvé le mouvement, la structure, organisation dans laquelle trouver ma place pour vraiment transformer un engagement plus individuel, personnel, dans quelque chose de plus politique. Et ensuite, avec Alternativa, ça a fonctionné. Et aujourd'hui, je suis donc salariée pour le mouvement. Donc ça veut dire que tu as d'abord été militante, peut-être pas d'ailleurs d'abord à Alternativa, et ensuite tu as rencontré ce mouvement, et ensuite tu en es devenue salariée. Oui, salariée et militante. D'accord, ok. Est-ce que tu peux nous dire très rapidement ce que tu fais comme tes missions de salarié pour Alternativa ? Donc je coordonne une campagne qui s'appelle Alternative territoriale, qui porte sur le plaidoyer citoyen au niveau local, une campagne qu'on porte ensemble avec le réseau Action Climat. Et je suis aussi engagée dans l'animation générale du mouvement, donc le suivi des différents groupes de travail qu'on peut avoir, voilà. Ok, on en reparlera un peu plus tard dans l'émission des alternatives territoriales. Merci beaucoup, Rebecca. Je vais laisser la parole à Milena qui va nous présenter un peu son parcours et comment elle en est venue à se mobiliser comme citoyenne. Oui, bonjour, donc Milena, donc je fais partie du groupe local d'Alternativa Nantes depuis maintenant 1 an. Donc en fait, moi j'ai depuis toujours eu une sensibilité un peu écolo, mais surtout dans mon quotidien au final, pas vraiment dans un engagement militant collectif. Et c'est initialement dans mon parcours, dans ma formation en fait, que j'ai pris conscience vraiment d'urgence climatique. Et que je me suis dit, tiens, j'ai envie de travailler dans la transition énergétique et écologique, dans les énergies renouvelables. Donc ça a guidé un peu mon parcours de formation, mes stages. Et ensuite, j'ai travaillé pendant 2 ans dans une boîte de conseil dans les énergies renouvelables. Voilà, donc au départ, c'était vraiment, je voulais vraiment travailler là-dedans, que mon emploi soit porté sur ce sujet-là. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais envie d'aller plus loin et pas seulement travailler là-dedans. Mais je savais pas trop comment agir, donc j'ai connu Alternativa en 2015 parce qu'un village des alternatives avait été organisé dans ma ville. Et ensuite j'ai vu le film Erinzina, donc fin 2017, qui raconte un peu l'émergence du mouvement, son identité. Et c'est là que je me suis dit, en fait c'est ça que je veux faire. Et du coup depuis, ça fait 1 an que je me suis engagée dans le collectif nantais. Ok,
Je te remercie. On reparlera aussi de toute façon de ce collectif en particulier sur Nantes. Et puis juste après, en introduction de l'émission, on parlera un peu de la genèse aussi du mouvement Alternatiba. Donc je pense que certains éléments que tu as évoqués reviendront. Mais avant ça, j'aimerais vous poser une question qui n'est pas directement liée à Alternatiba, qui concerne plutôt la notion de mobilisation citoyenne. Et je voulais savoir, pour l'une et l'autre, ce que ça évoquait pour vous. La mobilisation citoyenne. Si vous aviez une définition personnelle de ce qu'est la mobilisation citoyenne. Alors pour moi, c'est la mobilisation citoyenne des citoyens, citoyennes qui se regroupent, qui s'organisent d'une manière ou d'une autre, parce qu'ils sont animés par une envie de changer quelque chose dans la société dans laquelle ils vivent, et donc de se réapproprier en quelque sorte le politique, de recréer de la démocratie au sens noble du terme, donc de participer vraiment à la définition de la société dans laquelle ils vivent. Ok, merci. Et pour toi, Milena, c'est quoi la mobilisation citoyenne ? Alors, pour moi, la mobilisation citoyenne, c'est avant tout une forme d'expression. Donc ça rentre dans le cadre de la démocratie, ça va même au-delà de la démocratie, le système démocratique tel qu'on le connaît. Donc ça permet d'exprimer ses revendications, son mécontentement, son ralliement à une cause, etc. Donc ça, moi je dirais que c'est la partie visible un peu de la mobilisation de masse, les manifestations, les rassemblements, les pétitions. Mais il y a aussi la partie moins visible qui peut être soit l'engagement militant dans des collectifs, dans des associations, qui se traduit par plein de petites actions au quotidien, organiser des débats, mener des actions directes non violentes, ou promouvoir des alternatives comme le fait Alternatiba. Mais c'est aussi finalement agir au quotidien, en fait, juste faire des choses sans forcément demander l'avis, l'autorisation au reste de la société. Ok. Voilà. C'est un peu ce qui ferait le lien finalement entre une mobilisation citoyenne individuelle et qui peut aller tendre jusqu'à une mobilisation plutôt plus collective. Donc sans plus tarder, on va parler, comme on peut le voir, vous aurez des t-shirts à l'effigie d'Alternatiba, l'un local, l'autre national. Rebecca, est-ce que tu peux nous présenter un peu la naissance de ce mouvement qui est pas si ancien que ça finalement, d'où ça vient, comment ça a pris forme ces dernières années sur le territoire? Oui, bien sûr. Alors je vais essayer de faire court parce que même si ça fait que 5 ans, il s'est passé plein de choses parce que notre histoire est très riche et plein de mobilisations citoyennes, justement. Donc, les racines d'Alternatiba, ça se trouve au Pays Basque, en fait. Donc, il y a une initiative qui est née au Pays Basque suite à la COP 15, qui a eu lieu à Copenhague et dans laquelle beaucoup de militants climat ont mis beaucoup d'espoir. Sauf que c'était un échec, il n'y a rien qui est sorti de cette COP. Tu peux nous rappeler ce qu'est une COP ? Oui, pardon. C'est un rassemblement, un sommet international du climat où il y a les États du monde qui se retrouvent pour essayer de trouver des accords sur les engagements à prendre pour faire face au dérèglement climatique. Et qui se retrouvent tous les ans. C'est ça. Donc ça, c'était la COP 15. Donc les chiffres s'indiquent justement l'année. Les années qui s'écoulent. Exactement. Donc là, on est beaucoup plus loin. Et donc la COP 15, c'était un échec. Et pour tout le mouvement climat, c'était le désespoir. Et BICI, donc une association du Pays Basque, une association basque de Bayonne, s'est dit on ne peut pas rester là à rien faire et être triste parce que les États ne font rien. Il faut qu'on arrête d'attendre que les solutions viennent d'en haut et devenir nous-mêmes actifs. Et donc, ce qui a été organisé, c'est ce qu'on appelle un village alternatif, ou aussi Alternatiba, ce qui veut dire alternative en basque. Et en gros, toute la ville de Bayonne a été transformée
en vitrine des alternatives. Donc les porteurs des alternatives du territoire ont été invités pour montrer ce qui existe déjà, pour montrer, regardez, en fait, les solutions existent, qu'est-ce qu'on attend pour les mettre en place, pour faire face à ce désespoir collectif face au défi du dérèglement climatique. Et donc, à la fin de ce village, un appel a été lancé de multiplier les villages, d'en faire 10, 100, 1000, et qui a été entendu. Donc il y a plein de villages alternatifs qui sont nés, qui sont après devenus des groupes Alternatiba. Voilà, et donc le mouvement s'est accéléré, surtout quand on a appris que la prochaine COP, donc le prochain sommet international du climat, allait... quelques années plus tard, s'organiser à Paris, la COP 21. Et l'idée était de mettre cette fois vraiment la pression sur les États pour prendre des engagements importants. Et donc on a organisé par exemple un tour à vélo à travers la France, mais aussi les pays limitrophes, pour créer toute une émulation citoyenne qui allait trouver son pic au moment de la COP. Et ce sont des tours, les tours Alternatiba, justement à vélo, qui ont lieu depuis tous les ans? Non, il y en a 2 qui ont eu lieu. D'accord, donc ça se tient, il n'y a pas une fréquence qui est définie, ça se fait en fonction des énergies et des propositions. C'est ça. D'accord, très bien. Et donc, c'est une sorte de tournée pour montrer différents territoires où il y a plein de choses qui se passent en fait et on n'est pas forcément conscient. Voilà, et donc il y a la COP 21 qui a eu lieu, qui a eu pour résultat l'accord de Paris, qui est en quelque sorte intéressant parce que les États se sont engagés à limiter le dérèglement climatique à 1,5 voire 2 degrés de réchauffement, mais sans prendre en fait des engagements contraignants sur comment y arriver. Oui, bien sûr, sans prendre de mesures. Mais au moins, on avait un acquis d'engagement chiffré, ce qui n'était pas forcément le cas des COP précédentes, où déjà rien que ça, c'était difficile à faire émerger, quoi. Voilà. Mais le problème, ce qu'on a vu juste après, c'est que le fait qu'il n'y ait pas de ligne politique concrète fixée, au final, les États restent quand même assez inactifs. Et juste après cette COP 21, il y a un sommet pétrolier qui a été organisé en France, à Pau, où des représentants de l'industrie pétrolière sont retrouvés pour réfléchir à comment exploiter encore mieux le pétrole, alors qu'on venait de dire qu'il faut arrêter pour limiter le dérèglement climatique. Et donc là, c'était un peu la deuxième étape importante du mouvement. On s'est dit, on ne peut pas rester là à rien faire face à ce sommet qui s'organise, et la décision a été prise de le bloquer. Et donc ça, c'était la première très grande action non violente du mouvement, et la naissance aussi un peu auprès du grand public de Action non violente COP 21, qui est donc la deuxième jambe en fait du mouvement. On a la jambe des alternatives où on propose à quoi devrait ressembler la nouvelle société, et la jambe de la résistance pour faire face à ces projets qu'on appelle climaticides. D'accord. On y reviendra aussi également avec des exemples très concrets de ce que ça peut donner comme action. Je te laisse continuer sur où est-ce qu'on en est aujourd'hui finalement, après ces années de structuration, puisque récemment vous avez lancé une campagne autour des alternatives territoriales. Est-ce que tu peux rapidement nous en dire 2 mots ? Oui, donc la campagne Alternative territoriale, c'est, si on veut, une nouvelle méthode qui complète un peu le panel de développer des alternatives collectivement sur les territoires ou s'opposer à ce qui va mal dans notre société, c'est d'essayer d'influencer les politiques publiques, et là au niveau local. Donc d'aller voir nos élus, nos maires, voilà, et dire, chez nous, il faudrait mettre en place plus de pistes cyclables. Pourquoi on ne met pas, par exemple, des repas bio, végétariens dans les cantines? Et donc, avec cette campagne, on propose des outils et un accompagnement aux collectifs citoyens qui voudraient faire ça. Quand tu dis « on propose », c'est-à-dire au niveau national, la coordination nationale propose et met à disposition des collectifs locaux, comme par exemple sur Nantes, de la méthode, du support,
et du soutien. Alors, sans vouloir te couper, du coup, je vais basculer un peu la parole du côté plutôt de l'alternative locale, localisée, du côté de Nantes. Est-ce que tu peux, Milena, nous expliquer un peu comment s'est structuré le collectif local sur Nantes, depuis combien de temps il existe, et comment vous vous êtes saisi un peu de cet appel basque? Ouais, c'est ça, ouais. Oui, exactement, c'est suite à l'appel de Bayonne, donc en 2013, que s'est formé le collectif Alternativa à Nantes. Donc en 2014, c'était vraiment un des premiers groupes à se constituer. Et donc vraiment l'idée de base, c'était dans sa ville, organiser, monter des villages, des alternatives. Donc ce qui a été fait à Nantes en 2014, en 2015, ensuite en 2017 et récemment l'été 2018 dans le cadre de l'accueil du Tour Alternativa. Donc l'idée c'est que entre 70 et 100 alternatives locales chaque année, enfin à chaque fois, soient représentées. Donc c'est des alternatives que les citoyens peuvent adopter facilement dans leur quotidien, que ce soit de manière individuelle ou collective, que ce soit dans les domaines de l'alimentation, de l'éducation, de l'énergie, de l'habitat, enfin voilà, il y a vraiment tout un tas de domaines. Donc voilà, ça c'est ce qui a été fait à Nantes sur la question de la promotion des alternatives. Et comme l'a dit Rebecca, dans le cadre suite à la COP 21, donc il y a la jambe action de non-violence qui a été, on va dire, qui a émergé. Et en fait, dans la foulée, à Nantes s'est créée la branche, pareil, action non-violente d'Alternativa, qu'on appelle à Nantes le GIGNV. Donc c'est le groupement d'intervention des grenouilles non-violentes. Voilà, dont l'objectif c'est de mener des actions pour dénoncer les acteurs qui sont responsables en fait du dérèglement climatique. On reviendra un peu plus tard dans l'émission sur une définition peut-être un peu plus, enfin, si ce n'est une définition, en tout cas une explication un peu plus précise de ce qu'on entend par action non violente. Mais moi, j'aimerais concrètement savoir finalement comment c'est constitué, par qui est constitué le collectif sur Nantes aujourd'hui et comment il fonctionne très, très pratiquement. D'accord. Alors aujourd'hui à Nantes, on est environ une trentaine de personnes. Alors je dis environ parce qu'on n'a pas on peut pas comptabiliser, on n'a pas un système d'adhésion, donc c'est un peu selon les disponibilités de chacun, l'envie, le temps qu'on a envie d'y accorder ou qu'on peut y accorder. Donc il n'y a pas un nombre forcément très stable de personnes, mais disons que là on est je pense entre 20 et 30 personnes membres actifs. Et donc nous on est organisés en commission, en groupe de travail sur différents projets qu'on porte, donc qui varient d'une année sur l'autre. Voilà, et on s'organise, donc on a ces groupes de travail qui sont en fait autogérés, autonomes en tout cas, qui peuvent prendre leurs propres décisions et avancer sans forcément avoir l'aval de tout le collectif. Mais on organise aussi mensuellement ce qu'on appelle une coordination générale. En fait, tout le monde est invité à participer. Donc c'est vraiment un temps d'échange, de transmission, suivre un petit peu les avancées des projets, mais aussi un temps de prise de décision, ces décisions qui ne peuvent pas être prises par les groupes de travail. D'accord, ce sont des décisions qui doivent être prises par le collectif au complet. Mais quand même, vous avez une base régulière de réunions mensuelles où c'est un rendez-vous finalement. C'est ça. Vous savez que là, du coup, le travail des différentes commissions ou des différents groupes dans le collectif peut être exposé aux autres et c'est là que se prennent les décisions collectives, du coup. Oui, c'est ça. Est-ce que le niveau national et le niveau local se parlent et comment ça s'articule
ces deux niveaux différents aujourd'hui Alors, comme je l'ai dit un peu dans l'historique d'Alternativa, c'est les racines du mouvement, c'est vraiment les groupes locaux, ou même le cœur de tout le mouvement. Et l'équipe nationale qu'on peut concevoir comme ça, c'est au final un organe qui est au service de tout le mouvement. Et donc concrètement, la manière dont ça se passe, c'est 3 fois par an, on se réunit aussi dans des coordinations. Ça peut être dans des villes différentes, ça tourne toujours, pour justement le rendre accessible à tout le monde. On n'est vraiment pas un mouvement parisien, entre guillemets, où tous les groupes peuvent envoyer des représentants. Et donc, pendant un week-end, on discute des orientations stratégiques pour le mouvement. Donc, il y a par exemple des nouvelles campagnes, des projets concrets, des partenariats qui peuvent être présentés, mais aussi des positionnements par rapport à certaines idées. Voilà. Et donc, les décisions qui sortent de ces coordinations sont à mettre en œuvre par ce qu'on appelle l'équipe d'animation. Donc, c'est une équipe d'une 70 personnes à peu près, qui sont, pour la grande majorité, des membres de groupes locaux. Donc, il y a vraiment un lien très, très important entre cette équipe d'animation et les groupes. Et pour mettre en œuvre les projets, concrètement, il y a des groupes de travail qui sont aussi ouverts à tout le mouvement. Ok, merci. Toi, par exemple, est-ce que tu as déjà participé, Milena, à ces coordinations nationales ? Oui, alors j'y ai participé une fois. Ouais. C'était ma première fois en décembre. D'accord, en décembre dernier. Décembre dernier, c'était ou novembre, je ne sais plus, c'était à Strasbourg. Voilà. D'accord, et tu peux nous donner un peu ton sentiment sur cet événement et peut-être nous parler du mode de prise de décision. Comment on prend une décision collectivement dans ces moments-là ? Oui. Donc moi, c'était la première fois que je participais à une coordination qu'on appelle européenne, mais voilà, qui représente tous les groupes locaux de France. C'est vraiment un temps très intense, très enrichissant, enfin en tout cas très positif. C'est vrai de pouvoir déjà interagir avec d'autres groupes locaux, voir comment eux se structurent, quels sont les projets qu'ils portent. Mais aussi d'avoir une réflexion finalement plus globale, plus générale sur ce qu'on fait. Nous, très concrètement, nos projets, comment on insère ça dans une réflexion stratégique plus globale. C'est très très intéressant, et ensuite de pouvoir justement rapporter toutes ces réflexions dans son groupe local et initier du coup des réflexions locales. C'est très, D'accord. très, du coup, c'est aussi l'occasion justement d'avoir un échange, une sorte de plateforme un peu comme ça d'échange d'expériences des groupes locaux et de se transmettre des choses qui fonctionnent, des idées, des modes opératoires, des méthodes, du coup, et de faire redescendre ensuite ça sur les groupes locaux. C'est aussi un temps de formation en fait, pour les groupes locaux. Oui, parce qu'on l'a compris, il y a quand même beaucoup d'auto-organisation. Donc il y a un soutien, un support aussi national, mais qui sert, j'imagine, aussi à articuler ou en tout cas faciliter, fluidifier un peu les échanges, les partages de bonnes pratiques, des choses qui marchent d'un coin à l'autre. Mais c'est aussi intéressant d'avoir un lien direct assez régulier. Et il y a probablement aussi des choses qui se passent humainement et puis des appropriations où on le sait quand on est dans le faire. Tout de suite, on se saisit beaucoup plus facilement des méthodos ou des bonnes idées. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, bien sûr. Compléter, oui, je pense que le rôle aussi de l'équipe d'animation et de ces moments, c'est de créer un sentiment d'appartenance à un mouvement commun. C'est qu'il n'y ait pas des groupes un peu partout en France, mais aussi on est aussi un peu dans des pays en dehors de la France, mais de se reconnaître comme une famille qui a un objet commun, et c'est ça qui fait après la force de cette mobilisation citoyenne, qu'on n'est pas juste des électrons libres. Et pour répondre à la question sur les modes de prise de décision, c'est pour ça que le fonctionnement, c'est qu'on vise toujours les décisions au consensus.
Donc que tout le monde soit d'accord et se reconnaisse dans les décisions. Et si ça, c'est pas possible, on peut passer par ce qu'on appelle le consentement. Donc il y a des personnes qui sont pas forcément d'accord, mais qui entendent l'autre position, qui font confiance et qui sont quand même d'accord avec cette décision. Si on n'y arrive vraiment pas, il y a toujours la possibilité de passer au vote, mais c'est vraiment le dernier recours pour justement créer un mouvement qui prend des décisions où tout le monde peut se reconnaître. En ces temps de grands débats, ça pourrait inspirer certains de nos décideurs politiques. La différence entre consensus et consentement. Merci pour vos réponses. Pour revenir et puis enchaîner aussi un peu sur un sujet peut-être plus d'actualité. Tout à l'heure, on a parlé des alternatives territoriales, qui est un peu une logique de plaidoyer finalement portée par Alternativa, mais pas que. C'est-à-dire qu'a priori, vous travaillez avec d'autres acteurs associatifs, d'autres ONG. Est-ce que tu peux rapidement nous dire un peu comment a émergé cette idée, évidemment dans quelle séquence ça s'inscrit politiquement aussi, et comment vous travaillez avec d'autres organisations au niveau national? Oui, donc déjà la campagne elle est portée par Alternativa, par Action non violente COP21, mais aussi par le réseau Action Climat. On est 3 organisations, mais il y a plein de partenaires, mais je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Donc pour expliquer d'où vient l'idée, la première expérimentation de la méthode de plaidoyer, ça a été fait par BC, encore une fois, au Pays Basque en 2014 pour les élections municipales, où l'idée était de démarcher les candidats qui se présentent pour qu'ils intègrent certaines revendications, enfin certaines demandes de mesures dans leur programme. Et donc de faire du climat un sujet central de la campagne électorale au niveau des communes, pour qu'ensuite les politiques qui soient mises en œuvre correspondent aussi à la trajectoire qu'on doit suivre, parce que on a beau dire notre État doit suivre cette trajectoire, au final c'est sur les territoires que ça se concrétise. Parce que ce qui nous motive aussi dans la campagne, c'est qu'on sait, c'est dans l'avant-dernier rapport du GIEC il me semble, que 50 à 70% des leviers d'action pour agir contre le dérèglement climatique se situent au niveau local. Donc c'est vraiment une échelle qui a du sens pour changer les choses. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est le GIEC ? Ah oui, désolée pour les acronymes. C'est normal, c'est mon rôle. C'est un conseil scientifique qui doit aider les décideurs politiques. Donc ils se retrouvent par exemple dans le cadre des sommets du climat internationaux à prendre des décisions éclairées. Donc c'est des scientifiques qui travaillent sur la question du dérèglement climatique et qui sortent à un rythme assez régulier des rapports qui font l'état de la situation et où on en est, qu'est-ce qu'il faudrait. C'est ça, de l'effort à fournir pour enfin endiguer le réchauffement climatique. Le dernier rapport est sorti à la fin de l'année 2018 d'ailleurs. Donc GIEC, c'est Groupe international d'experts pour le climat, je crois, de souvenir. Donc excuse-moi, du coup je t'ai un peu interrompu, mais c'était vraiment on fait en sorte de ne pas laisser les acronymes traîner sans trop les définir. Donc tu nous as expliqué un peu, on a compris que les alternatives territoriales finalement c'était une logique de plaidoyer un peu dans le même fil logique que ce qu'avait fait Bizi au début sur les élections municipales en 2014, concrètement de dire un engagement ou une orientation a été prise, comment on peut arriver à transformer ça en mesures concrètes, actions concrètes sur un territoire qui est celui du territoire de vie immédiate finalement d'une commune. Du coup c'est un peu aussi dans le cadre des élections municipales à venir que vous inscrivez cette démarche. Et qu'est-ce que vous proposez finalement? Est-ce que c'est vous qui proposez à un groupe local de déployer ces actions, ces alternatives territoriales? Est-ce que c'est sur l'initiative des groupes locaux que vous allez les aider à aller vers des propositions? Comment ça fonctionne? Je peux vous laisser répondre l'une ou l'autre oui, cette question. Je te laisse compléter ensuite. Ouais. C'est vraiment à l'initiative des groupes. Donc,
en gros, tout le fonctionnement d'Alternativa, ça fonctionne là-dessus. Il faut que ça vienne aussi des militants qui doivent après mettre leur temps dessus. Et l'idée, surtout, de cette campagne, c'est de s'adapter à la réalité du territoire. Donc, avec Alternative Territoriale, on essaye de changer d'échelle les alternatives. Donc, pour l'instant, par exemple, on peut se trouver sur un territoire où on essaie d'organiser du covoiturage parce que, par exemple, à Grenoble, la pollution de l'air, c'est très préoccupant. Ou on peut citer d'autres exemples. Mais à un moment, ces initiatives vont se retrouver dans un cul-de-sac s'il n'y a pas les politiques publiques qui suivent derrière. Donc, ça peut être demander à la collectivité de mettre en place des vraies politiques de transport en commun, des pistes cyclables, pour débloquer un peu la situation aussi pour les citoyens. Et donc, c'est vraiment les groupes locaux qui doivent identifier quels sont les sujets importants de leur territoire et ensuite créer des alliances avec d'autres acteurs. On en parlait tout à l'heure, qui sont peut-être aussi engagés dans cette démarche depuis plus longtemps et créer une alliance pour faire pression après sur les élus locaux. Ça nous fait une belle transition, je pense, pour peut-être que tu nous dises, Milena, ce qui se passe du côté de Nantes sur ces questions-là. Oui, alors à Nantes, ça fait un peu plus d'1 an qu'on essaye de lancer la dynamique alternative territoriale. Alors au départ, on n'avait pas forcément de sujet bien identifié. Et c'est depuis octobre dernier qu'on a été mis en lien avec un collectif de parents d'élèves qui s'appelle Cantine Responsable, qui voulait travailler, qui travaille toujours sur une restauration scolaire, une saine et durable. Donc plus de bio, plus de repas végétariens, plus de produits locaux. Et du coup, on s'est investi. Du coup, on a monté en fait notre campagne. On a commencé à monter notre campagne alternative territoriale sur ce sujet-là, avec le collectif qui avait déjà commencé à travailler dessus. Donc essentiellement, vous avez amorcé ce travail sur l'alimentation. On parlait de la thématique, par exemple, de la mobilité douce, du vélo. Là, par exemple, l'entrée, ça a été l'alimentation, parce qu'il y avait déjà quelque chose qui se travaillait sur le territoire. Ouais. Oui, c'est parce qu'on a trouvé, un collectif d'acteurs qui voulaient travailler là-dessus, et c'était vraiment la même démarche qu'Alternative Territoriale. Donc on a voulu s'inscrire là-dedans, apporter du coup un peu la méthodologie, les outils d'Alternative Territoriale, mais aussi en tant qu'Alternativa, faire le lien avec les acteurs locaux qui pouvaient aider. On a fait le lien avec Greenpeace, avec le GAP 44, donc qui est le groupement d'agriculteurs biologiques de Loire-Atlantique. Et puis Alternativa, du coup, par cette campagne de plaidoyer, apporte vraiment une vision stratégique en fait. C'est un peu le petit plus. Et du coup, là, aujourd'hui, cette campagne continue, en tout cas, mais sans Alternativa. C'est-à-dire que le collectif Cantine Responsable continue à travailler sur ce sujet-là, mais nous, on s'est retirés et on essaie de réfléchir à d'autres campagnes. Donc, une toujours sur l'alimentation, avec potentiellement un travail avec le GAB 44 toujours, sur justement comment on peut rendre assez accessible le bio aux Nantais. Avec par exemple des logiques de défis, de familles à alimentation positive, pour sensibiliser un peu différents publics, pas forcément les plus sensibles déjà au manger sain ou au manger bio, à cette démarche-là. Alors c'est vrai que du coup là ça s'inscrit dans un autre projet
que tu nous présenteras, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est pas du plaidoyer. J'ai spoilé la présentation suivante, je suis désolé. Mais en fait, juste parce que j'avais ça en tête, et je pense que c'est intéressant de juste attarder 2 minutes de plus là-dessus pour passer à autre chose derrière, les alternatives territoriales. Donc tu disais, grosso modo, on a repéré, nous, localement, un groupe de parents d'élèves, là en l'occurrence, qui voulaient travailler sur le sujet de l'alimentation, et on leur a amené quelque chose de l'ordre d'une boîte à outils, de méthodologie aussi, pour quelque part formaliser ou alors travailler concrètement des propositions ou un travail justement dans la proposition vis-à-vis de l'acteur public ou des collectivités. Au niveau national, vous avez aussi travaillé sur cette logique de boîte à outils. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement de quoi il consiste, en quoi ça consiste en fait cette boîte à outils? Oui, alors il y a plein de choses dedans. Ça va de comment commencer à structurer son réseau, c'est-à-dire présenter toute une liste en fait, d'acteurs intéressants au niveau local avec lesquels on pourrait s'allier. Donc c'est souvent des organisations qui sont aussi partenaires de la campagne, comme FNE, comme FNE, c'est la fédération France Nature Environnement, mais c'est aussi Zero Waste, Énergie Partagée, enfin, voilà, des acteurs qui sont souvent experts dans un certain domaine thématique, et donc qui nous ont donné par exemple les listes de leurs groupes locaux qu'on a pu transmettre à nos groupes pour faire réseau, qui nous ont aidé aussi à structurer une liste de propositions, de mesures qu'on peut demander à ces élus. Donc ils nous apportent toutes leurs compétences techniques sur les sujets. Et ensuite, l'autre partie de la boîte à outils, c'est justement comment communiquer là-dessus, comment porter ces revendications dans un cadre plus de mobilisation, donc par exemple dans le cadre d'une marche pour le climat, comment faire des actions. À Lyon, par exemple, ils ont fait le siège de la métropole à un moment. Enfin, il y avait plus de 8000 personnes, je crois, voilà, devant la métropole tout ce jour-là. Ce cadre-là, c'est après Alternativa qu'il met dans la boîte à outils. D'accord. Et puis il y a aussi très concrètement toutes les dimensions de la transition qui peuvent être la mobilité, le bâtiment, l'alimentation, les déchets. Et là-dedans, vous déclinez toutes les mesures possibles, toutes les initiatives possibles, tout ce qui peut être mis en place localement pour répondre aux enjeux de la transition, puisque je crois qu'il y a un peu l'argument principal de cette démarche alternative territoriale, c'est de dire que vous estimez qu'entre 50 à 70% des actions qui peuvent être mises en place pour lutter contre le réchauffement climatique peuvent l'être au niveau local. Oui. Donc c'est un peu l'argument phare de votre campagne. Mais si je peux compléter, bien sûr. Coup, là, le 15 mars, du coup, l'occasion de la grève pour le climat, on va lancer un appel à déclaration de mise en état d'urgence climatique. Donc l'idée, c'est d'essayer de mobiliser les collectifs locaux mobilisés pour le climat, les associations, toutes les structures, toutes les organisations locales qui partagent ce constat. C'est des invités à nous rejoindre sur cette campagne en fait, qu'on va lancer. En fait, l'idée, c'est que Nantes Métropole se déclare en état d'urgence climatique. Et ça impliquerait que toutes les décisions qui seraient prises à l'échelle de la métropole soient évaluées sous le prisme du climat, de son impact sur le climat. Donc qu'elle soit positive, négative, Après, c'est pas forcément rédhibitoire sur la prise de décision ou non, mais en tout cas, qu'il y ait l'évaluation, qu'il y ait la transparence là-dessus. C'est de faire du climat la boussole qui oriente les décisions, les prises de décision. Et du coup, ça s'inscrirait réellement dans une démarche de plaidoyer d'alternative territoriale. Donc ça, c'est un projet qu'on va lancer cette année. D'accord. Donc, annonce en direct du lancement le 15 mars de l'appel à déclaration en état d'urgence climatique pour Nantes. Il faut en profiter. Et on relaiera ce message, bien entendu.
Pour continuer, c'est vrai qu'on a beaucoup de sujets qu'on voulait aborder. Du coup, je me rends compte, en tant que maître du temps, qu'il faut qu'on avance. J'aurais souhaité parler aussi avec vous. Donc là, vous nous avez expliqué un peu ce qu'était Alternatiba, comment ça travaillait au niveau national, au niveau local, que c'était aussi des logiques d'apprendre à faire ensemble, que cela, il fallait que ce soit outillé, qu'il fallait que ce soit soutenu, qu'il fallait créer du lien. Notamment, j'ai bien entendu la question de faire sens collectif, qui est vraiment cet allant collectif. Et on en a probablement pas mal besoin en ce moment. Si on revient à des sujets un peu d'actualité. Donc, tu nous as parlé des élections municipales qui arrivent l'année prochaine. Là, bientôt, on voit qu'il y a des marches qui sont organisées un peu partout en France, le 16 mars. Donc, tu parlais aussi du 15 mars, c'est un peu dans cette séquence-là. Quel rôle Alternatiba a, par exemple, dans l'organisation de ces marches aujourd'hui et à votre avis, quel impact ont ces marches dans les logiques de mobilisation ? Je te laisse prendre la parole, Rebecca. Oui, je peux commencer. Après, c'est quand même surtout au niveau local que ça s'organise. Alors, les marches pour le climat, ça a une importance primordiale pour le mouvement climat dans la mesure où c'est une porte d'entrée importante, je pense, pour beaucoup de personnes pour passer à l'action, pour faire un premier pas dans un engagement qui va au-delà des petits gestes du quotidien, c'est-à-dire de se reconnaître dans un mouvement climat et de faire entendre sa voix. C'est pour ça qu'avec Alternatiba, on est aussi engagé dans cette dynamique en apportant du soutien aux collectifs qui organisent des marches, en apportant justement la compétence qu'on a pu acquérir pendant des années en termes d'organisation d'événements, comment gérer des milliers de personnes, organiser un événement comme ça, pour qu'il soit aussi entendu. Parce qu'on a beau organiser un moment fort de mobilisation, il faut aussi que la presse en rende compte, que ce soit fait au bon endroit, au bon moment. Et donc tout ça, c'est des choses qu'on peut apporter aux citoyens qui viennent juste de découvrir l'engagement militant, si on veut. Et comment vous êtes partie prenante de l'organisation de la marche sur Nantes ? Alors, on n'est pas partie prenante de l'organisation, on participe aux marches, on est partenaire, voilà. Mais c'est vrai que nous, on vient plus en soutien. Voilà, c'est vrai qu'au début, c'est des citoyens pour le climat, qui étaient des personnes qui n'avaient jamais milité, même jamais marché, et qui avaient besoin d'un petit peu de savoir-faire. Donc on a apporté quelques billes au départ, mais bon, aujourd'hui, ils sont très autonomes. Et on intervient plus en mode on est là, on a un stand, etc. Et on fait le relais, mais on n'organise pas les marches en tant que telles. On a organisé des actions sur les marches, pendant les marches. Par exemple, le 27 janvier, donc à Nantes, on a inauguré la grande plantation. Donc c'est un projet de plantation de 2 millions d'arbres fruitiers dans toute la France. Donc cette action a été faite conjointement avec les citoyens pour le climat et les Gilets jaunes. D'accord. Donc c'était un peu l'idée de... on a planté un pommier jaune et un pommier vert. C'était histoire de symboliser le rapprochement entre urgence climatique et justice sociale. Donc ça a été inauguré à cette occasion-là et ça va... continuer, on l'espère, dans plein d'autres villes. Donc voilà, on a été acteurs de cette marche. Donc passage aussi à l'action, c'est-à-dire qu'on voit bien que les marches sont là pour être c'est quand même une démonstration, un peu de force. On est nombreux, on est dans la rue. Ça rejoint aussi un peu des pétitions comme l'affaire du siècle, où on a quand même 2 millions de personnes qui ont signé cette pétition. Je crois que c'est
le plus gros succès pour une pétition depuis que cette logique-là existe, ce système-là existe. C'est intéressant ce que tu dis. Comment s'est fait la rencontre, le lien entre les gilets jaunes et les gilets verts? C'est un peu comme ça souvent qu'on fait le... Comment vous êtes rencontrés localement? Alors, donc initialement, quand le mouvement des gilets jaunes a commencé, disons qu'on a eu un débat au niveau du groupe local qui n'a pas été initié tout de suite, mais il y a des personnes qui se représentaient dans ce mouvement, qui se sentaient vraiment... qui ont tout de suite été investis dans ce mouvement. Des personnes du groupe local Alternatiba, oui, qui étaient aussi, qui faisaient aussi partie du groupe des mouvements des Gilets jaunes. À titre personnel, mais aussi des personnes qui étaient plus sceptiques, plus prudentes par rapport à ce mouvement émergent dont on ne savait pas trop quelle forme il prenait, etc. Donc ça a été un sujet de débat. On n'a jamais vraiment pris position. On n'a pas de positionnement, en tout cas, pris au niveau local. Sur les gilets jaunes, néanmoins, on partage le constat de, justice, pas de justice écologique sans justice sociale, voilà. Et donc, en fait, nous, on essaie quand même d'animer au moins le débat là-dessus, de porter le débat là-dessus. Donc, on a organisé notamment à l'occasion de la marche toujours du 27 janvier un débat mouvant sur le sujet, Tu peux nous expliquer ce qu'est un débat mouvant, très rapidement? Un débat mouvant, c'est un débat qui se déroule debout, on va dire. C'est un débat actif où donc en fait on pose une question. Assez clivante en général. Oui, voilà, ou pas forcément. Et donc on demande aux personnes de se positionner, en général, voilà, pour ou contre. Avec au milieu une ligne imaginaire qu'on appelle la rivière du doute. Donc les personnes se positionnent, il y a des interventions, les gens peuvent débattre et se repositionner. Et on peut changer de côté au gré des interventions. On peut changer de côté. Donc c'est intéressant parce que du coup, on a quand même l'habitude souvent d'être dans des débats assez clivés. On est pour, on est contre, il faut avoir un avis. Et là, on est dans des espaces un peu publics où le dialogue est ouvert. Et puis donc, on peut changer d'avis. Ce débat, mouvement, était porté donc, sur la question du grand débat et du vrai débat. C'était, il y avait pas mal de questions. Est-ce que le grand débat est un vrai débat? C'était ça la question. Il y avait pas mal de questions et ça permettait d'alimenter la réflexion, de pouvoir débattre, mais sans que nous forcément on se positionne. On a chacun un positionnement individuel, mais au niveau local on ne s'est pas forcément positionné. Officiellement, en tout cas, il n'y a pas eu, il n'y a pas non plus d'appel à boycotter ou. De toute façon, on a bien compris que le collectif était aussi constitué d'individus et que l'idée c'était pas forcément de prendre parti, mais c'était plutôt d'agir ensemble dans un sens commun. Ouais. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir comment on peut facilement créer du dialogue entre des camps qu'on oppose assez facilement dans les médias. Si je peux ajouter sur les Gilets jaunes, du coup, donc oui, on est quand même en contact avec eux. On a été sollicité notamment pour des AG, toutes premières AG, où ils avaient besoin un peu de méthodes d'animation, d'animation de groupe, parce qu'ils étaient quand même assez nombreux, d'animation de groupe, de communication non verbale, avec des gestes pour fluidifier la parole. Et on a réfléchi aussi récemment à l'organisation d'un vrai débat avec eux. Bon, ça s'est pas fait là parce que par manque de temps, mais c'est une proposition qu'on pourra mettre en place ultérieurement. En tout cas, c'est c'est vrai que c'est toujours intéressant de le rappeler. Important de le rappeler. On peut être à la fois gilet jaune, gilet vert, comme on peut être à la fois citoyen, salarié, bénévole dans une association. Enfin, très souvent, on simplifie un peu les débats et c'est bien de remettre un peu de complexité et puis de réalisme, en fait, de réalité là-dedans. Est-ce que du côté du point de vue national, ça a fait discussion un peu l'émergence de ce mouvement des gilets jaunes et l'opposition qu'on a voulu faire assez rapidement entre si vous n'êtes pas d'accord avec la taxe carbone, c'est que vous n'êtes pas écologiste.
Oui, bien sûr, on était obligé d'y réfléchir forcément par toutes les réactions de la presse, assez polémiques aussi, qu'il y a eu dès le départ. Et donc la vision des choses que nous avons dans Alternatiba, mais qui sont aussi partagées par les Amis de la Terre, par beaucoup d'organisations, de mouvements avec lesquels on travaille de manière très proche, c'est complètement dans le discours qu'on a depuis des années, en fait, c'est que le problème avec le dérèglement climatique, premièrement, c'est qu'il touche en premier les personnes qui sont déjà les plus précaires, qui sont déjà exposées au plus de problèmes dans la société. Donc c'est pour ça qu'on lutte pour la justice climatique, parce que les personnes qui sont les plus responsables du dérèglement climatique sont les moins impactées. Et en même temps, les solutions pour faire face à ce défi doivent être sociales et justes, ou la transition ne se fera pas. Et donc le problème avec la taxe carbone qui a été proposée, c'est que justement, elle était injuste socialement. Elle faisait peser sur les personnes qui portaient déjà la charge d'un système complètement défaillant. Encore les coûts de la transition, en plus, les bénéfices n'allaient pas forcément être réinvestis au moment. Enfin, bref, on sait tout ça. Nous, on sait tout ça, mais peut-être les gens qui regardent ne le savent pas forcément, effectivement. Mais oui, c'est intéressant de savoir que déjà la taxe carbone n'allait pas forcément être réfléchie au niveau national vers des politiques de transition écologique. Mais très concrètement, la réaction sociale des mouvements sociaux, elle a émergé très rapidement, spontanément, parce que c'est toujours les plus défavorisés à qui on demandait proportionnellement le plus d'efforts, finalement. Tout à fait. Donc aussi, là... qu'on est en train de sortir avec différentes organisations, aussi au sein du réseau Action Climat, justement, c'est une proposition de taxe carbone juste socialement, parce que c'est possible. En fait, le problème, c'est que dans le débat public, les responsables politiques essaient de nous faire croire que social et écologique s'opposent et de cliver la population, alors que c'est possible. Et donc, c'est ça qu'on essaie de montrer. Et des convergences ont eu lieu aussi en termes d'action, comme par exemple des blocages de dépôts d'Amazon qui sont faits par des militants climat et des Gilets jaunes, ou des marches pour bloquer des aéroports. Parce qu'au final, le problème, c'est que les responsables des inégalités sociales et du dérèglement climatique, c'est les mêmes. C'est le même système qui met le profit au plus haut. Et s'en fout un peu du reste, si on peut le dire. Oui, comme bien ça. sûr. En tout cas, économiquement et écologiquement, c'est souvent ce qu'on appelle les externalités négatives d'un système économique ou de production qui font que les pollueurs ne sont pas les payeurs, malheureusement. Donc c'est ça aussi un peu la justice écologique et sociale. Pour rebondir un peu sur ce qu'on vient de se dire, parce que donc on parlait de mobilisation, une mobilisation qui se veut aussi inscrite dans un cadre institutionnel, les élections, le rapport avec l'acteur public, participer à construire un plan climat sur son territoire ou faire des propositions de mesures très concrètes, justement sur une position de citoyen qui veut être dans le jeu politique. Mais on voit aussi émerger d'autres formes de mouvements un peu plus, on pourrait dire, activistes, qui tendent vers des formes de désobéissance civile. Est-ce qu'il y a une position d'Alternatiba, ou en tout cas des propositions peut-être même dans ce sens-là? Est-ce qu'à un moment donné, la marche, ça suffit et on passe à d'autres formes d'action? Peut-être que je vais me tourner plutôt du côté local pour ça. C'est ce que tu évoquais un peu avec le GIGN. Oui. GIV. Non violent. Non violent, pardon. Oui, c'est ça. En fait, nous, c'est toute justement l'identité d'Alternatiba. C'est pas seulement de mobiliser, c'est aussi d'agir à travers ce qu'on appelle les actions non violentes. Donc on va mener des actions pour, en général c'est pour dénoncer les pratiques, les investissements de tel acteur, souvent des acteurs économiques, mais pas seulement. Ça va être des banques, ça va être de certaines entreprises, ça va être parfois les agissements du gouvernement. Donc voilà, c'est une autre forme d'action qu'on a, c'est l'action non violente. Donc non violente parce que
Voilà, tu peux nous donner un exemple peut-être? Alors un exemple, alors il y a eu toute la série, il y a eu pas mal de campagnes qui ont été menées contre les banques. Donc à la fois pour dénoncer les investissements dans les énergies fossiles, les énergies sales, mais aussi il y a eu des campagnes antérieurement pour dénoncer l'évasion fiscale, en tout cas le fait qu'elles facilitent l'évasion fiscale de leurs clients. Donc dans le cas de le financement des énergies fossiles, c'était donc l'année dernière, il y a eu toute une campagne menée contre la Société Générale, qui donc investit dans ces énergies fossiles conventionnelles et non conventionnelles. Donc que ce soit le pétrole, les sables bitumineux, le gaz de schiste. Et donc l'idée c'était d'aller nettoyer ces banques. Donc au sens propre, donc en fait les militants allaient armés de chiffons et d'éponges dans les agences de la Société Générale pour nettoyer au sens propre les banques. Donc c'est vraiment, c'est non violent. C'est sur le ton de l'humour. Il y avait il y a une grosse action qui a été organisée le 14 décembre à Paris avec plus de 900 militants pour nettoyer les agences et avec des personnes déguisées en Bob l'éponge. En Bob l'éponge. Voilà. L'idée, c'est quand même de rendre visible dans l'espace public et de porter finalement dans l'espace public en tout cas des mobilisations, des considérations, des messages par l'action. Oui. Une action concrète. Tu me disais que sur Nantes, vous aviez par exemple distribué des tracts à l'entrée d'une station-service, aussi en étant déguisé pour cultiver un peu l'approche conviviale. Oui. Et aussi, c'est aussi ça le côté non-violent, c'est-à-dire bien montrer aux gens que vous êtes là dans une logique bienveillante et que vous voulez faire passer un message, vous, en tant que citoyen concerné, et surtout qui voulez faire grossir un peu la prise de conscience. Qu'est-ce que vous pensez de ces formes d'action au niveau national ou même international, puisqu'il y a aussi des liens qui se tissent de ce que je comprends entre, par exemple, des mouvements comme Extinction Rebellion ou Youth for Climate, désolé pour mon anglais. Comment fonctionne, vous vous parlez, vous vous rencontrez, est-ce que ça fait des émules? Oui, il y a des échanges, d'ailleurs, notamment actuellement avec donc l'émergence d'Extinction Rebellion, parce qu'on sent bien que le dérèglement climatique, on ne l'arrêtera pas à l'échelle de la France ou de la Suisse ou de l'Angleterre. Il faut agir partout et en même temps. Donc on se coordonne pour, par exemple, mener des actions en même temps. Donc c'est l'objectif de la Rebellion Week qui va avoir lieu du 15 au 21 avril, il me semble. Donc initié par Extinction Rebellion justement, et l'appel c'est de multiplier des actions de désobéissance civile dans toute l'Europe. Et donc il y a des cadres de discussion en ligne pour la plupart du temps, mais entre les différents acteurs, et il y a aussi un échange de bonnes pratiques, parce que le constat commun de tout le monde, je pense, c'est que aujourd'hui, on arrive à faire des pétitions avec 2 millions de signataires, des marches énormes à plusieurs reprises dans plein de villes, mais il n'y a pas de réaction en face. Et il faut qu'on aille plus loin pour avoir une réaction. Et pour citer un exemple super récent, ce qu'on essaie de faire aussi avec les actions de décrochage de portraits du président de la République dans des mairies qui sont en cours menées par Action non violente COP21 pour faire réagir, parce qu'on est des centaines dans la rue et on n'entend pas, donc il faut aller plus loin dans la symbolique et aussi dans le rapport de force. Tout à fait, c'est pas parce qu'effectivement on n'est pas tous les jours à militer, à manifester, qu'il n'y a pas plusieurs millions de personnes qui n'ont pas l'impression qu'effectivement il y a un enjeu auquel peut-être l'acteur public ou les politiques ne répondent pas.
Et c'est vrai qu'il y a quand même cette logique du rapport de force à recréer. Tu parlais de désobéissance civile. C'est quoi concrètement? C'est pas forcément enfreindre la loi, je suppose. C'est juste montrer son désaccord. Si, ça va quand même un peu plus loin. Alors, il y a dans l'action non violente, il y a différentes possibilités, différentes tactiques, si on veut, qu'on peut choisir. Une, par exemple, qui est très répandue, c'est la non-coopération. Donc, si on arrête d'acheter certains produits dans un supermarché, ou... voilà. Donc ça, c'est légal. Ça, c'est légal. Et la désobéissance civile, ça va plus loin, c'est-à-dire, on considère que les lois actuelles ne sont pas légitimes. Et donc, on mène des actions qui ne sont pas légales, mais qui sont légitimes au vu de la situation dans laquelle on se trouve. Et pour faire justement évoluer le dispositif légal qui existe. D'accord. Très bien. Je vous remercie. On arrive progressivement au terme de cette émission. J'avais envie de vous poser une dernière question, peut-être en guise de conclusion. Aujourd'hui, si je veux lancer chez moi, sur mon territoire, un collectif, je m'y prends comment? Qu'est-ce que je dois faire en premier? Déjà, il faut des personnes motivées pour monter un groupe Alternativa, parce que ça se fait pas, ça se fait pas comme ça. Donc, il faut un groupe mobilisé, éventuellement des partenaires, parce que souvent, enfin, en tout cas, initialement, c'est comme ça qu'est né le groupe à Nantes, c'est-à-dire plusieurs collectifs qui avaient envie de créer quelque chose ensemble et qui ont créé Alternativa Nantes. Donc, au départ, il y avait vraiment une multiplicité de représentants, d'acteurs locaux. Donc voilà, peut-être essayer d'aller trouver des collectifs amis. Après, évidemment, il faut des moyens, il faut du temps. Oui, je pense que déjà, c'est bien d'être plusieurs, mais on n'a pas besoin d'être 30, 40. L'esprit d'Alternativa, c'est qu'on crée un projet qui est tellement cool qu'il y a tout le monde qui arrive. Et on a plein d'idées pour faire ça, et on peut filer plein d'idées à des gens qui voudraient se lancer. Donc l'esprit, c'est, tu le disais tout à l'heure, la convivialité, c'est-à-dire on se retrouve aussi pour passer un beau moment, et on respecte aussi toutes les personnes qui s'engagent, c'est-à-dire on pose un certain cadre qui est respecté ensuite et dans lequel tout le monde se sent à l'aise. Et il y a beaucoup de personnes, je pense, qui sont prêts à passer à l'action et à aller plus loin que les petits gestes du quotidien. Et il faut juste leur offrir un cadre agréable. Et tu me disais tout à l'heure qu'une des premières possibilités, en tout cas action, comme c'était le cas finalement dans le Pays Basque, c'est de créer un village des alternatives, de lancer un village des alternatives, quelle que soit sa taille, quel que soit son périmètre, réunir un peu tous les gens qui ont envie de changer et lancer une dynamique collective. Et ça commence comme ça, c'est comme ça que ça a commencé à Bayonne. J'y étais, en plus, je m'en souviens. Mais il y avait déjà beaucoup de monde et c'est vraiment réunir toutes les alternatives, toutes les initiatives locales, et ça crée des effets d'entraînement. Oui, ça peut être l'étincelle. Ça marche puisqu'on est là aujourd'hui à parler de plusieurs millions de personnes qui se mobilisent. Pour conclure l'émission, juste rappeler quelques dates. Le 15 mars, l'appel à déclaration en état d'urgence climatique pour Nantes. Ouais. Le 16 mars, le 15 et 16 mars, des marches un peu partout. Grève pour le climat, marche du siècle. Marche du siècle, un peu partout en France et peut-être même en Europe, puisqu'il y a Youth for Climate. Cette fois, j'ai réussi à le dire. Merci encore d'avoir participé à cette émission. Merci. Rebecca Merci. Et Milena. Juste pour conclure, vous rappelez que Le Clair produit des revues, une revue qui s'appelle Le Clair Info, et dont celle de l'automne 2018 était consacrée au ressort de l'engagement. Et si je me souviens bien, il y avait un article sur nos amis d'Alternativa ici. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, vous verrez, il y a plein d'informations intéressantes sur ce qui se passe sur les territoires. Merci beaucoup, on remercie nos partenaires, l'ADEME, la Maison écologique, et on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission. Merci.